Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bazar. Je suis comme d'habitude en compagnie d'Étienne. Salut Étienne. Bonsoir Hugo. Et nous nous retrouvons pour parler d'Alan Moore, auquel nous consacrons un cycle. Les cycles ne sont pas encore complètement canoniques pour les auditeurs de Bazar, mais pour nous, oui, c'est un format qui nous tient à cœur. Nous avions commencé Bazar par un cycle sur Christopher Nolan, et bien voilà, changement de médium, nouveau format, nombre d'épisodes encore indéfini. Et nous commencerons ce cycle Alan Moore par donc Alan Moore qui est pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, qui est un romancier et un scénariste de bande dessinée, entre autres, mais ce sont ses deux activités principales. Nous commencerons ce cycle par V pour Vendetta. Donc nous nous concentrons d'abord sur son travail, en tout cas d'abord et peut-être uniquement sur son travail de scénariste de bande dessinée. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler explicitement de V pour Vendetta, je vais te laisser, Étienne, nous en dire un peu plus sur l'homme. Alors Alan Moore, trajectoire d'un auteur pour le moins radical. Donc alors il naît à Northampton en Royaume-Uni en 1953 dans un contexte ouvrier. Donc il a un ancrage dans la classe ouvrière britannique assez puissant et sa famille est très catholique. Il va rapidement être imprégné par un monde en déclin, donc il est entouré comme dit, de la classe ouvrière britannique, donc de ruines, de pauvreté, de solitude, et ça va beaucoup influencer son rapport au monde. Ses premiers contacts avec la culture et les œuvres se marquent par un mélange de mythologie populaire, de super-héros, de satire sociale, avec par exemple le magazine américain Mad, qui est un magazine humoristique qui date de 1952, qui va le marquer profondément, mais aussi la littérature populaire. Et ça va beaucoup du coup marquer et influencer son style qui tendra vers une sorte d'expérimentalité et une tension assez forte entre la culture pop et l'underground, qu'on pourrait parfois aussi... on remarque souvent que dans ces influences, il y a aussi beaucoup de politique, et donc il y a une forte conscience marxiste, voire anarchiste, qui se dégage de beaucoup de ses écrits. Mais d'ailleurs, si je puis me permettre, beaucoup de ces influences intellectuelles et esthétiques, notamment littéraires, incarnent cette tension entre la culture populaire et la culture underground. Je pense à Thomas Pynchon, je pense à Michael Moorcock, je pense à William Burroughs, je pense à Jack Kirby. Euh, donc voilà, je voulais simplement expliquer que même dans son univers intellectuel, il est à la croisée des chemins. Oui, c'est certain. Bah, il suffit de regarder son top 100, en tout cas ses livres préférés, et on se rend compte que c'est un espèce de bric-à-brac, mais mine Un de rien, bazar. un bazar. Un bazar, mais assez cohérent finalement. En tout cas, en connaissant un peu mieux l'homme, on peut y trouver une certaine cohérence. Mais pour en revenir du coup à disons son adolescence, il va rapidement être marginal, donc il va avoir des expériences assez limites, notamment avec le LSD. Euh, il va se faire exclure de son école catholique, ce qui va accentuer son rejet des hiérarchies, du pouvoir clérical et disciplinaire. Et par la suite, du coup, il va se mettre à faire des petits boulots. Il va progressivement basculer dans la contre-culture en pratiquant la poésie, la musique, le graphisme, de manière très autodidacte. Ça, c'est un trait de caractère assez important chez Alan Moore. C'est quelqu'un qui s'est auto-formé par la pratique. Et c'est à partir du coup des années 70 qu'il va commencer à se produire dans des fanzines, dans la presse underground, notamment avec Maxwell the Magic Cat, qui contient déjà des critiques sociales déguisées sous forme d'humour acide. Donc il va vraiment écrire des choses entre la satire sociale, avec une forte influence par les mouvements surréalistes. Et on va commencer à sentir une posture politique vraiment très forte. Anti-institution, anarchisme, ironie, ce seront un peu les mots d'ordre de ces premiers essais. Euh, et c'est à partir de là qu'il va vraiment se forger une méthode et une voix. Donc on ressent un refus du spectaculaire souvent dans ses œuvres. Euh, En tout cas, voilà, ces années 70, elles sont très importantes chez Moore.
Et dans les années 80, c'est vraiment la genèse de son style, à proprement parler. Donc ça va être marqué par une collaboration avec des magazines comme Warrior et 2000 AD. Warrior, par ailleurs, va permettre à Moore de travailler sans hiérarchie stricte, avec une liberté expérimentale rare. Et il le définira lui-même, me semble-t-il, comme un incubateur de liberté radicale. Et ça va lui permettre de s'y déployer vraiment sans filtre éditorial. Donc parmi les œuvres qui vont marquer ces années-là, on aura Marvel Man, ou Miracle Man, qui est une œuvre qui me semble assez importante. En tout cas, je crois que Grant Morrison la tenait pour une œuvre importante, parce que c'est la première grande entreprise de déconstruction du mythe super-héroïque par Moore, avec une sorte d'injection de violence réelle, une psychologie assez déviante, et surtout une critique assez frontale du pouvoir comme fantasme destructeur. Grant Morrison, dans son livre Super Gods, pour ceux qui veulent la référence, livre dans lequel il traite de l'histoire des super-héros, une sorte d'essai sur la figure du super-héros. Ouais, je ne l'ai lu que partiellement, mais ça m'a l'air d'être quand même très complet. Donc si les gens veulent s'y jeter à corps perdu, c'est open. Et donc c'est justement dans ces années Warrior qu'il va commencer à travailler sur V pour Vendetta, donc, qui est l'œuvre qui nous intéressera aujourd'hui. Euh, donc si on peut commencer directement à en parler, je pense, parce que c'est Oui, complètement. un cheminement qui assez logique, et on ne va pas faire languir nos auditeurs plus longtemps. Bon, déjà, il est possible de dire qu'elle est publiée entre 1982 et 1989, ce qui est quand même un délai de publication assez long pour une bande dessinée qui compte 320 pages à peu près, donc qui est quand même épaisse, mais donc c'est 10 volumes compilés, hein, voilà, une série de 10 volumes qui donne une œuvre, V pour Vendetta, dans la manière traditionnelle du comic book. Simplement, c'est un délai vraiment très long, même pour une œuvre relativement épaisse. Et tu peux nous parler de... Je laisse encore Étienne, oui, pour bien ce qui est sûr. des informations factuelles, nous expliquer pourquoi le délai a été aussi long. C'est mon boulot. Alors, oui, comme tu l'as très bien dit, ça a commencé en 82 et ça s'est fini en 89, pour la simple et bonne raison qu'il a commencé du coup à travailler dessus dans le magazine Warrior, comme dit préalablement. Donc, vu que c'est un magazine expérimental, il est assez précaire, et à partir des années 85, Moore va, péricliter vers DC Comics, et il va collaborer avec eux. Et du coup, l'histoire est interrompue et elle est reprise en 88. Et ça va, en tout cas, moi, je pense que ça a beaucoup influencé l'écriture du comics. Et Moore lui-même n'en garde pas un très bon souvenir. Il croit, il me semble-t-il, que ça a desservi son œuvre, qui a été aussi recolorisée, par exemple. Donc il y a vraiment tout un contexte un petit peu compliqué vis-à-vis de l'écriture de V pour Vendetta. Mais mine de rien, le livre finira par accoucher, enfin, par se terminer, par se boucler, je veux dire. Et il arrive... En 89, du coup. Oui, et donc c'est un... En France, il est édité chez Urban Comics et Vertigo. Je crois que c'est toujours le cas. J'ai une édition qui commence à dater un peu. Et c'est un objet relativement élégant, comme tout ce que publie Urban en France. Il est important de mentionner que c'est une bande dessinée en couleur, ce qui n'était pas le cas des premières illustrations de David Lloyd. La couleur, c'est quelque chose qui a été mis en place par DC. Il y a aussi une refonte de certains dialogues. Donc, l'œuvre, qui, une fois recolorisée, va garder une cohérence graphique, mais moi, je trouve qu'il y a une perte de spontanéité en termes de graphisme. David Lloyd, donc le dessinateur, on pourrait même dire le co-auteur de V pour Vendetta, parce qu'il a été assez décisif dans sa réalisation. Et c'est ce qui est bien aussi avec l'œuvre de Moore, c'est que ça nous permet aussi d'aborder autant Alan Moore en tant que scénariste, mais également de passer à travers tout un tas de dessinateurs plus talentueux les uns que les autres.
Et là, en particulier, David Lloyd, qui est quand même... qui a un sacré trait. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Bon, eh bien, c'est vraiment un dessinateur qui évolue, disons, dans la lignée du graphisme très marqué, presque expressionniste, avec, on le sent, et c'est de toute façon l'une des principales influences de la bande dessinée en termes de genre, dans le genre du roman noir ou du film noir. Donc il joue beaucoup d'ombres marquées, ça donne du volume. Et je n'ai pas vraiment de préférence entre la version noir et blanc et la version couleur, pour la simple et bonne raison que je prête disons une raison d'être à la version couleur. Parce qu'effectivement, quand on compare les planches en noir et blanc, l'on peut regretter une forme d'expressivité d'élégance de ce dessin et de cette couleur. Mais je trouve que enfin de cette couleur, de cette nuance, de ce jeu-là, mais je trouve que la version couleur, donc qui euh, est très pâle, très verdâtre, avec des tons pastels assez blafards, elle se prête bien à la description d'un monde un peu fantomatique, cloisonné, euh, nocturne, mais tout de même, disons, qui ne se présente pas comme l'enfer qu'il est, un monde trompeur, plein de dupes, et il y a une forme de souffrance du corps, de maladie. Et je trouve que ça se ressent bien, et beaucoup de corps qui souffrent dans la bande dessinée dans V pour Vendetta, l'air de rien, et la couleur là-dessus renforce un peu cet effet. Après, si vous êtes à la recherche d'élégance et que le trait de David Lloyd vous plaît, regardez, n'hésitez pas à essayer de trouver des planches en noir et blanc, parce qu'elles sont effectivement un peu plus chiadées que la version couleur. C'est pas la belle couleur de Dave Gibbons dans Watchmen. Oui, bah c'est marrant que tu parles de Dave Gibbons, parce que moi, c'est vraiment tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux. Euh, Justement, la couleur souffre de la comparaison avec Watchmen. Et là, en l'occurrence, je trouve que le style de Lloyd, qui est réaliste, sombre, assez sobre, mine de rien, très marqué par des références assez disparates. Donc, on sent la filiation directe avec la BD Pulp, mais aussi avec des dessinateurs aux approches un peu plus contrastées. Je sais qu'il a été influencé par Kirby, Jack Kirby, ou par aussi Tony Ware, et ça on le ressent beaucoup dans ses dessins. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que le noir et blanc initial qu'il y avait dans la publication dans Warrior renforce l'atmosphère assez carcérale et étouffant de la BD. Euh, et l'absence de contour net aussi et de lumière, de contour net et de lumière assez franche, euh, m'a fait beaucoup penser à Hugo Pratt, en quelque sorte. Alors, toute proportion gardée, je trouve qu'il y a quand même certaines différences dans leurs dessins, mais j'ai pas pu m'empêcher en tout cas de les rapprocher. Euh, Du reste, j'ai trouvé voilà, le dessin admirable, mais je dois avouer que j'ai ressenti une certaine lassitude dans la durée. J'ai pas réussi à, comment dire, à garder Je trouve que le dessin ne perd pas en souffle, mais disons le manque de spectaculaire, de composition. Alors il y a une composition, un découpage qui est très posé, très rigoureux, mais il y a un refus de l'exubérance super-héroïque et un réalisme qui est assez cru. Et j'ai trouvé ça finalement assez sec. Donc c'est tout à fait raccord avec le propos, mais moi ça a fini par ne plus m'emporter en quelque sorte. Alors tu évoques le propos et donc le thème de la bande dessinée. Avant de poursuivre et de répondre à tes remarques, je me permets de répondre d'abord à une question que peuvent se poser nos auditeurs, mais cette bande dessinée, si tant est qu'il ne l'ait pas lue ou qu'il n'ait pas vu l'adaptation en film, de quoi parle-t-elle? Alors elle parle d'une Angleterre futuriste à l'époque où la bande dessinée paraît, donc une Angleterre de la fin du XXe siècle, des années 90, qui a basculé dans le fascisme à l'issue d'une troisième guerre mondiale, et qui est une Angleterre totalitaire, largement inspirée de ce qu'a pu produire par exemple un George Orwell avec 1984, une Angleterre dans laquelle les caméras de vidéosurveillance sont omniprésentes et dirigées par une sorte de corps politique qui est littéralement un corps, qu'on présente comme la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, la main,
euh, un corps agissant, avec les yeux représentant le système médiatique, le système des caméras, la main étant la force militaire, la force de l'intérieur, policière, puisque c'est un état policier. Et au sein de cette Angleterre tout à fait terrible et carcérale, surgit une nuit un personnage qui se fait nommer V, qui est masqué avec un masque qu'en l'occurrence, pardon, tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu, et que je ne me chargerai pas de décrire très longuement, si ce n'est pour dire qu'il est inspiré de la figure de Guy Fawkes, et nous expliquerons plus tard qui est Guy Fawkes. En tout cas, cette figure masquée avec un chapeau et une grande cape se présente une nuit pour sauver la jeune Evie Hammond, qui tente pour la première fois de se prostituer parce qu'elle manque d'argent. Il tente de la sauver d'une brigade des mœurs qui s'apprête à la violer et à la tuer. Donc le ton est posé, noir, nocturne, résolument politique. Et cette figure de V va donc commencer à s'en prendre aux figures symboliques de ce gouvernement fasciste, tout en maintenant cette Evie Hammond dans une espèce de semi-captivité, une captivité consentie, oserais-je dire, un peu étrange et ambiguë. Ça, c'est le thème et le synopsis de V pour Vendetta. Pour ceux qui ne veulent pas en savoir plus, bon, mais il va falloir s'arrêter assez rapidement, parce qu'après, nous allons tout révéler de l'intrigue. Je te réponds brièvement, et après je te laisse la parole. Quant au dessin, même si j'en ai déjà un peu parlé, je suis d'accord avec toi sur la composition de la bande dessinée, le découpage, puisque c'est vraiment un découpage. Elle est structurée en espèce de strip, dans le sens où il n'y a pas de variation dans la taille des vignettes, sauf parfois en bas de page, mais c'est très rare. Ce qui fait qu'il y a une lisibilité fluide et dynamique, même si elle n'est pas particulièrement, elle n'est pas ultra expressive, elle est relativement sobre, mais c'est vraiment un découpage plutôt qu'une architecture, plutôt qu'une composition, parce qu'on sait qu'Alan Moore a travaillé avec des dessinateurs, nous avons cité Dave Gibbons, et c'était un très bon exemple, qui aiment bien concevoir leurs pages autour d'un gaufrier assez méditatif et assez lent. Ici, en l'occurrence, c'est quand même l'action qui guide le récit comme dans une sorte de découpage cinématographique classique. Oui, c'est ça, proche du storyboard. Voilà, dans la forme, si on ouvre Euh, la BD, ça ressemble à un magnifique storyboard. c'est ça. Mais donc tu as évoqué, du coup, en quelque sorte, le synopsis de V pour Vendetta. Tu as parlé un petit peu du personnage de V, et sans plus attendre, je pense que c'est le grand point fort du comics. C'est le personnage de V, qui est un élément, c'est l'élément central du récit. Il est personnalisé par son masque. En tout cas, il est le masque, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se... En fait, le Moore, comme dans sa grande tradition, aime beaucoup commenter le rôle du super-héros, ou en tout cas le détourner. Et là, c'est ce qu'il fait avec V, c'est-à-dire que V n'est pas un héros, c'est même presque l'inverse. Il n'a pas de double identité, il n'a pas d'alter ego humain. V est son masque. Il n'y a pas non plus de nom civil, pas de biographie revendiquée. Il a une origin story assez floue, assez lointaine, qui nous est dévoilée petit à petit. Et en quelque sorte, il incarne une Mais idée. d'ailleurs, c'est très intéressant de noter que dans le film, il dit, si je me trompe pas, en tout cas dans la version française, je l'avais vu en version française malheureusement, sous ce masque il y a plus que de la chair, il y a une idée, alors qu'en l'occurrence dans la bande dessinée il dit qu'il n'y a pas de chair sous le masque, mais seulement une idée. Ce qui est un degré d'identité avec son masque et avec son idée et avec l'expression de l'idée par le masque qui est beaucoup plus forte que dans le film. Ouais, totalement. Bon, on reviendra plus tard sur le rapport de Moore à ses adaptations. On sait qu'il est assez conflictuel, mais pour en revenir à V, moi j'ai bien aimé aussi, comme je te disais, remonter le fil, donc essayer de voir à quoi est-ce qu'on peut l'affilier dans la culture
la culture en général. Moi, j'ai trouvé certains personnages, le gentleman cambrioleur, Robin des Bois, le héros victorien, même si c'est pas vraiment un héros. Il a même parfois des allures de magicien, donc il joue des tours, il disparaît. Et c'est en même temps une espèce d'avatar shakespearien, donc qui combine un peu les grandes figures shakespeariennes. Euh, Son costume, sa diction, sa gestuelle très opératique font de lui un héros qui est tragique. En n'oubliant pas, pour moi, une figure importante, c'est le comte de Monte Cristo, comme influence pour le personnage. Notamment dans son retour après une sorte d'isolement ou d'absence et sa quête de vengeance. Ah, c'est très juste, ouais, c'est très très juste. Mais il cite Shakespeare explicitement, donc il va même légitimer son action en utilisant le canon littéraire. Il y a presque une stratégie culturelle de légitimation de la violence, en fait. On a ce côté un peu dramaturge fou, qui se met sans cesse en scène, et qui met en scène la chute du monde pour en faire surgir un autre. Euh, donc c'est un personnage très intéressant, la grande force du récit. On ne sait jamais trop si c'est un fantôme, un terroriste, si c'est un maître ou un libérateur. Et l'ambiguïté du personnage est d'ailleurs absolument euh, capitale. Elle est maintenue tout au long de la bande dessinée et elle permet, à mon sens, de contraster une sorte de binarité dans le propos politique qui aurait pu, qu'il est peut-être déjà, mais en tout cas qui aurait pu être d'autant plus dommageable s'il n'y avait pas eu un personnage aussi ambigu que V. Parce que Alan Moore se prête à une critique du fascisme, très bien, du totalitarisme, très bien, de la violence systémique et policière, très bien. Simplement, c'était déjà fait, refait. En plus, il le fait avec une volonté citationnelle assumée, ce qui fait que l'œuvre aurait pu être un peu sans intérêt, sinon en tant que pastiche, mais elle se prend au sérieux, donc elle ne cherche pas à être un pastiche. Heureusement, le personnage de V est là pour incarner la rébellion face à ce système politique tout à fait malsain, mais cette rébellion est d'autant plus ambiguë qu'elle agit de manière relativement immorale, par la violence, par la séquestration. Il torture le personnage d'Ivy Hammond pour l'aider à se libérer, ce qui est quand même comment dire, une entreprise psychologique voilà, Douteuse. douteuse, très osée. Donc c'est un personnage charismatique, qui plaît, qui a de la beauté et dont les idées sont tout à fait réjouissantes, puisqu'il incarne un idéal de liberté, puisqu'il dit sans cesse à Ivy Hammond qu'il faut qu'elle soit ce qu'elle est et qu'elle sorte de cette prison dont elle ne voyait même pas les barreaux. Simplement, il agit de manière coercitive et il est particulièrement étrange. Déjà, nous ne connaissons pas son identité et c'est de fait un terroriste. De fait, il fait sauter le Parlement, il fait sauter Big Ben, il s'en prend à des figures symboliques, donc il s'inscrit dans une une ligne d'action qui est ambiguë encore une fois, notamment celle de Guy Fawkes, qui était disons un terroriste britannique. Bon, le terme terroriste fera débat, mais c'était un disons, une sorte de révolutionnaire qui a planifié la conspiration des poudres au XVIIe siècle, en 1605, et qui a commis un attentat le 5 novembre, et le personnage de V fait souvent référence, et les personnages de la bande dessinée, à ce 5 novembre-là, qui est symbolique dans les actions du personnage. En tout cas, grande ambiguïté, et ambiguïté d'autant plus qu'il ne s'exprime jamais réellement par lui-même. L'essentiel des dialogues du personnage de V sont des citations qu'il récupère dans la littérature, des pastiches de présentations théâtrales, des citations de Yeats, de Shakespeare, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'absence de l'homme dans le costume. Et en fait, c'est presque l'artifice personnifié qui agit. Mais l'artifice personnifié, c'est forcément autre chose qu'une chair. C'est simplement une silhouette, c'est simplement un masque, ce sont des gestes théâtraux, ce sont... D'ailleurs, ça se ressent dans la structure de la bande dessinée qui n'est présentée que par des
des noms de soit, comment dire, par une structure donc empruntée au théâtre, premier acte, deuxième acte, troisième acte, interlude, épilogue, mais aussi avec des termes qui relèvent du spectacle de magie, qui relèvent du vaudeville, bon, les références Du du cabaret, cabaret, même du grand guignol en quelque sorte, parfois. complètement. Et on voit V personnifié en sorte de marionnette, on voit V en train de jouer du piano et de chanter. V est une sorte de spectacle ambigu, puisque ce spectacle tue des gens pour faire passer une idée qui est certes tout à fait noble en soi. Donc je voulais voilà, abonder dans ton sens sur les thèmes de l'ambiguïté morale et surtout de l'aspect factice du personnage. Bah, c'est super, t'as bien étoffé mon propos. C'est intéressant que tu parles justement de toutes ces influences liées à la littérature, parce qu'en fait, V pour Vendetta s'inscrit dans un tournant historique, et, qui est le tournant qui justement fait en sorte que la bande dessinée devient un genre littéraire majeur à partir des années 1980, en tout cas aux États-Unis, parce qu'en France, bon, la bande dessinée est déjà légèrement plus reconnue, pareil au Japon, mais ça c'est un autre débat. Euh, et c'est justement grâce à des auteurs comme Alan Moore. Et V pour Vendetta incarne parfaitement cette BD littéraire. Euh, Morrison parle même de storytelling britannique. Il parle de kitchen sink réalisme, donc le réalisme du quotidien ouvrier, un peu comme le fait un réalisateur du style de Mike Leigh. Euh, Et tu le disais aussi, l'œuvre adopte une structure romanesque, chapitres, motifs récurrents, il y a des personnages qui sont plutôt complexes, assez épais, le style est soutenu, et il y a aussi un refus des personnages simplistes. En plus de ça, les références abondent, comme tu le disais, il y a Shakespeare, il y a la Bible, il y a Orwell, il y a le cabaret, elles sont assez intertextuelles. Et encore une fois, pour te reprendre, la voix de V n'existe pas vraiment parce que le théâtre est son langage fondamental. Donc il s'exprime toujours via des symboles de fiction ou des références, de manière très sophistiquée. Et pour moi, tout ça, ça vient épaissir encore une fois cet aspect très littéraire qui serait en fait, qui aurait en fait une généalogie plus marquée envers les arts traditionnels occidentaux que par rapport à quelques comics pulp que ce soit. Euh, Ça vient même se ressentir dans la narration ou le rythme du découpage. Euh, donc il y a eu un choix qui a été fait, c'était de ne pas mettre de bulles, euh, donc pas de bulles de pensée, pas d'onomatopée. Le comics joue beaucoup sur les silences. Il y a une espèce de pulsation assez lente qui irrigue tout le long du comics. Euh, il y a même des références, enfin en tout cas comment dire, un aspect opératique très marqué, donc il y a des alternances entre des séquences muettes et des monologues presque baroques, qui créent une dynamique narrative qui pourrait évoquer l'opéra. Donc tout ça crée de concert en fait un espèce d'objet qui se trouve vraiment plus proche de Shakespeare, de Orwell ou de l'opéra ou du théâtre que de Batman, Superman, la culture pop, le pulp. Voilà, la figure du super-héros est pervertie. Moore en souligne l'ambiguïté morale et met en conflit ses actions, disons, très douteuses. Nous savons qu'il a un rapport assez étrange au super-héros et qu'il n'est pas du genre à aimer la figure du vigilante. Pour autant, il leur prête des intentions morales très fortes. V est une sorte d'anti-super-héros tout en étant une incarnation par excellence des tensions morales et psychologiques que représentent les super-héros. Euh, c'est D'ailleurs, j'en profite, parenthèse, nous parlions des figures littéraires qui peuvent être associées à V. J'en ose une, c'est Frankenstein, pour moi, la créature, parce que V est un prisonnier de camp de concentration sur lequel on a réalisé des expériences. Nous ne voyons jamais son visage, mais nous connaissons l'histoire de ces expériences à travers le journal du médecin qui était chargé de lui administrer des produits. Et nous assistons à sa transformation psychologique brièvement, hein, c'est très allusif.
Nous voyons le personnage très étrange, assis au milieu de sa cellule, au milieu d'engrais avec lesquels en fait il est en train de fabriquer des bombes, des explosifs pour se libérer. Et c'est la seule mention réelle de son passé non masqué, humain, charnel. C'est d'ailleurs un personnage qui revient pour retrouver, pas son créateur, mais disons la personne qui l'a rendu tel qu'il est, et pour la tuer. Cette femme, ce médecin, lui demande de voir son visage, si elle peut voir son visage avant qu'il la tue, et il le lui montre. C'est la seule personne de la bande dessinée à qui il montre son visage. Elle dit que c'est magnifique, et c'est très énigmatique puisque nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas qui était V. Nous savons que dans ce camp, il y avait les ennemis du régime fasciste, donc des noirs, des homosexuels, des militants politiques. Mais nous n'en savons pas plus sur V. Donc je tente ce parallèle avec la créature de Frankenstein plutôt dans le schéma, c'est-à-dire de l'être créé par l'hubris prométhéenne de la science débridée. C'est plutôt que dans le parallèle esthétique, bien qu'il y ait une forme de disons, d'influence de faisceau gothique qui parcourt la bande dessinée, notamment par le jeu sur les ombres et par cette, cette, comment dire, cette tension horrifique quand même, puisqu'il y a des chapitres qui sont assez effrayants, qui relèvent du thriller psychologique le plus perturbant. Et il est question de choses très graves, de viol, d'agression, et il y a une tension, notamment dans la scène de la torture qu'il fait subir à Evie, qui est assez rare, je pense, dans ce genre de bande dessinée. Ah, c'est un parallèle intéressant que je n'avais pas relevé. Euh, En tout cas, c'est très juste, je pense. Du moins, c'est intéressant de voir à quel point Frankenstein irrigue justement tous ces faisceaux de l'imaginaire relatif aux comics. Il y a beaucoup d'artistes de ces veines-là qui l'ont illustré ou qui l'ont adapté. Moi, j'y voyais autre chose, justement, à ce traumatisme qu'il subit à l'Arkil, donc le camp de concentration, justement, qui va un petit peu marquer la perte de son identité et le faire émerger comme une sorte de figure abstraite. Moi, ça m'a fait penser à Mouse de Art Spiegelman. Euh, C'est-à-dire que le masque permet de mettre à distance la violence tout en la rendant visible et figer l'identité dans une posture idéologique. Donc ça m'a un peu fait penser au masque des animaux justement dans la BD Mouse qui traite aussi de la mémoire, du trauma. Euh, donc vraiment le masque qui symbolise une identité fracturée, euh, qui se fige dans une esthétique stylisée, et la violence qui fait mémoire en Et fait. qui incarne le refus de montrer sous les traits humains ce qu'on a fait subir à des humains. Oui, parce que ça aurait été trop insupportable. Oui, ou pour des raisons de crise de la représentation qui surviennent après la Shoah, ce sont des théories débattues, mais en tout cas qui trouvent une belle illustration dans Maus, puisque il y a une volonté de recul dans la bande dessinée d'Art Spiegelman, et effectivement, V peut symboliser pratiquement le, le- le- la cicatrice, le masque, c'est la cicatrice sur la blessure infligée par les camps. Donc un discours évidemment sur le XXe siècle, et ce n'est pas pour rien sur le XXe siècle tout entier, sur le soviétisme, sur le fascisme italien, sur le nazisme, la Shoah, et ce n'est pas pour rien que l'œuvre, du point de vue diégétique, l'histoire, se situe à la fin du XXe siècle, presque à la frontière du XXIe. Oui. Et en plus de ça, c'est aussi un récit qui traite beaucoup de la transmission, de l'enjeu politique de transmission. Donc il y a une dynamique de duo assez intéressante quand même avec le personnage d'Evie dont tu parlais plus tôt, euh, qui passe en quelque sorte de victime qui subit à l'héritière directement de V, donc ce qui représente la contagion des idées. Euh, et tu parlais justement avant d'une espèce de, comment dire, de rite initiatique par la torture. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que V lui fait croire qu'elle se fait kidnapper par justement le régime fasciste de Northfire et qu'elle se fait mettre en sous barreau. Et en fait, là encore une fois, il va utiliser du théâtre comme dispositif
On sent véritablement le goût de mort pour le théâtre dans V pour Vendetta. Et en fait, tout ne sera que mise en scène orchestrée par V pour justement créer un rite initiatique et la rendre véritablement accomplie. Donc ça s'inspire beaucoup de la symbolique maçonnique ou initiatique au sens large. Donc c'est-à-dire que dans ces rites-là, l'initié traverse une période d'épreuve dans des espaces souvent obscurs, souvent une espèce de chambre, pour renaître plus tard dans une forme de savoir ou de vision du monde. Donc la personne va perdre son nom, ses repères, pour se reconstruire, et reconstruire un nouveau rapport à lui-même et à la société. Et en fait, dans V pour Vendetta, V justement devient le grand architecte de ce genre de rituel. Il met en scène le passage d'Ivy, et il reproduit sur elle l'expérience qu'il a lui-même vécue, donc c'est-à-dire la souffrance comme moteur d'élévation, qui le fera finalement rejeter les institutions, et va rejouer une espèce de cérémonie secrète pour transmettre justement ce flambeau. Et donc il y a vraiment un processus d'initiation politique, mais qui est quand même teinté de symbolique ésotérique. C'est là qu'on retrouve l'attrait d'Alan Moore pour l'occulte, Encore donc la diffus, cellule si comme... j'ose dire, c'est en- diffus par rapport à ce qu'il fera par la suite. Oui, je pense qu'il n'était pas sous LSD quand il a écrit V pour Vendetta. Non, mais c'est un metteur en scène, le personnage de V, et il met en scène la chute d'un siècle, la chute d'une idéologie. Le personnage d'Evie s'appelle Evie, donc voilà, il y a un V au centre de son nom. C'est presque une élue par la figure quasiment mystique, parce que mystérieuse. Le mystère confère à ce personnage une dimension mystique du personnage de V. Donc, il est insaisissable. Il est difficile à classer, il est ambigu dans ses représentations politiques et morales, il est ambigu dans sa méthode et dans son action. Son renversement s'achève sur une sorte de bouquet final qu'il orchestre avec une baguette de chef d'orchestre, de musicien. Encore une fois, on peut se poser des questions sur cette manière de faire. D'ailleurs, le personnage de Ivy Hammond, qui portera un masque similaire au sien à la fin, prendra une direction relativement différente de celle de V, puisqu'elle refusera d'agir directement, physiquement, pour guider le peuple. Donc il y a une forme de retrait. Une fois que les actes de V ont été commis, c'est comme si elle n'était qu'un tuteur pour laisser pousser l'espèce de plante de la société anglaise libérée. Donc encore une fois, l'ambiguïté est partout. Oui, c'est un peu le mot d'ordre de V pour Vendetta. En tout cas, la réception a été excellente, et la postérité aussi. Donc elle va installer Moore comme une voix politique majeure, une voix politique et intellectuelle majeure du médium bande dessinée. La BD aura une reconnaissance critique retentissante, donc elle va gagner l'Eagle Award pour la meilleure histoire publiée au Royaume-Uni, et l'Eagle Award pour le meilleur graphic novel, toujours dans le cadre de sa publication dans Warrior. Donc voilà, donc elle est incluse dans la liste des œuvres majeures du comics, en témoigne sa place dans les classements, notamment dans celui du New York Times. Elle est étudiée comme œuvre politique et esthétique. Donc il me semble que Moore disait qu'il avait toujours voulu que ses œuvres soient des actes de lecture rejouables, un peu comme les partitions d'un concert de chambre. Donc là, c'est parfait pour dire que v est fait pour être relu. Mais d'ailleurs, tu mentionnes la réception de l'œuvre et tu mentionnes l'importance qu'on lui prête aujourd'hui. Je pense qu'elle tient davantage de ce que représente la bande dessinée au moment où elle paraît dans l'histoire de la bande dessinée que de son esthétique à proprement parler. Ce n'est pas que la bande dessinée soit mauvaise, il y a beaucoup de très belles choses dedans, il y a de la finesse au milieu d'un propos qui peut être vu comme un petit peu simpliste. Évidemment, il y a des balbutiements, Alan Moore le reconnaît lui-même, on le sent, ce balbutiement de son art dans sa bande dessinée. Le trait de David Lloyd est quand même très fort, réaliste, mais qui parvient à se charger d'influences, nous l'avons dit, très expressives et très marquées, de genre populaire, qui viennent le renforcer, et qui viennent renforcer sa dimension réaliste et politique. Donc c'est une bande dessinée que nous pourrions dire réussie, le terme est un peu
un peu rude pour parler d'une œuvre d'art, mais les auditeurs comprendront. Simplement, bon, c'est pas un chef-d'œuvre de la bande dessinée, c'est surtout une œuvre qui fascine parce qu'il a créé un personnage fascinant et troublant. J'ai vécu avec beaucoup d'intensité et avec la sensation d'une puissance particulière en lisant l'histoire du prisonnier V à travers le journal du médecin. C'est là que j'ai ressenti ce parallèle avec Frankenstein. Simplement, j'en ferai pas un chef-d'œuvre, et c'est surtout la manière dont elle fait entrer l'ère du comic book, et disons presque du comics de super-héros, ça annonce les super-héros d'Alan Moore, cette bande dessinée. Je pense à un détail, le phylactère, la bulle de V, les bulles ne sont pas du même ordre que celles des autres personnages qui sont lisses. Les siennes sont en forme de vaguelettes. Et ça fait penser déjà au phylactère particulier de Rorschach dans Watchmen. Donc il y a des effets d'annonce comme ça. Est-ce que c'est lié au masque, ou est-ce que c'est lié à une identité plus profonde et très différente de V sous le masque? C'est difficile à dire. En tout cas, il y a de belles idées, mais c'est surtout un point de bascule, je crois, un moment clé dans le côté sombre et adulte du comics de super-héros, même si c'était déjà en route, mais il y a vraiment un effet de symbole. C'est le début de l'œuvre, de la grande œuvre adulte et, disons, riche et ambitieuse d'Alan Moore. Je pense que c'est plutôt à ce titre-là qu'elle est reconnue comme une grande bande dessinée ou roman graphique, comme vous préférez. Oui, c'est très juste, hein. Bon, il y a coup sur coup sort The Dark Knight Returns de Frank Miller. Watchmen va aussi beaucoup marquer cette décennie-là. Donc c'est les années 80, c'est vraiment une décennie très forte pour le comic book. Mais c'est vrai que si moi je devais tenter de juger V pour Vendetta en tant que lecteur du XXIe siècle, je serais probablement moins emballé que quelqu'un qui le découvre dans les années 80. Voilà, on sent un projet politique fort, mais qui est inégalement incarné. Donc il y a indéniablement de la puissance, hein, dans l'idée, la posture, le côté provocateur. Mais bon, voilà. Pour moi, ce souffle, il s'est heurté à quelques faiblesses structurelles, hein, notamment dans peut-être l'espèce de binarité qu'il y a dans l'écriture des personnages. Les adversaires que V affronte, pour moi, manquent d'épaisseur. L'appareil fasciste semble un petit peu réduit. Voilà, j'ai cité parfois une certaine lassitude quant au dessin. La narration parfois est un petit peu confuse, j'ai trouvé aussi. Ça s'épuise un peu à la fin, je trouve. Parfois un peu rigide. C'est probable aussi que ce soit dû au fait que c'était écrit sur quasiment 10 ans. On sent que c'est un produit qui est un petit peu peiné à se conclure. Et puis le discours anarchiste est un peu péremptoire aussi. Bon. D'ailleurs, nous n'avons pas mentionné, ça nous paraissait évident, mais le comics et le propos politique est une réponse directe au gouvernement Thatcher dans les années 80 en Grande-Bretagne. Voilà, ça passe pour une évidence, mais c'est vraiment assumé par Alan Moore. C'est une adresse à Thatcher et à l'après-Thatcher et à la défaite de la gauche, à l'échec de la gauche, une fois qu'elle a les moyens de restaurer une politique qui a été malmenée par Thatcher. Oui, c'est ça, c'est dans le contexte néolibéraliste, de la répression des syndicats, la guerre des Malouines. Pour Alan Moore, il y voit une montée du fascisme ordinaire dans l'espèce d'obsession sécuritaire et la censure. Mais c'est aussi, pour lui, après, ça va être vraiment un petit peu un terrain de jeu, hein, pour, disons, faire un espèce de manifeste politique. On va un peu avoir l'anarchie selon Alan Moore, en quelque sorte. Donc, portée politique, philosophique du récit, qui, comme on l'a dit, interroge la nature du pouvoir, la légitimité de la violence, sur la mise en crise de la révolution. Donc, bon, ce qui est habile, c'est que l'œuvre n'offre pas de réponse claire, elle met plutôt des choses en tension, mais on y ressent les influences de Moore, de ses lectures anarchistes, notamment Blake, qui l'évoque comme une influence majeure, dans justement l'espèce de révolution visionnaire qu'il essaye de mettre en scène dans V pour Vendetta. Oui, tout à fait. D'ailleurs, voilà, la dame de fer, Margaret Thatcher, lui a probablement inspiré
cette machine froide admirée par le chef d'État, et d'ailleurs cette machine qui permet de contrôler les caméras, qui permet de contrôler la télévision, qui permet de contrôler disons l'espionnage sonore, et bien cette machine, c'est aussi peut-être l'une des réussites d'Alan Moore, c'est-à-dire de mettre en garde sur une sorte de machinisation de la politique et on va dire de compatibilité croissante de la considération qu'on a de l'homme avec la forme algorithmique, les chiffres, les images, la machine, alors que l'homme devrait être une rose, c'est ça, la rose est symbolique dans l'œuvre. Ils ont Oui. une forme organique, libre, puissante, éduquée. C'est ça, sa vision de l'anarchie. Bon. Bon, du reste, l'héritage de V pour Vendetta est quand même assez immense, notamment grâce au film de 2005, qui est une production des Wachowski. Dont ils ont écrit le qui est scénario. une espèce- Non, elles ont écrit le scénario, Oui. pardon. À l'époque Et pas qui, encore. c'est une espèce d'adaptation, plus un aggiornamento post-11 septembre de V pour Vendetta, donc c'est-à-dire le film est transposé dans le contexte post-11 septembre, où il remplace Thatcher par Bush, les tensions du Royaume-Uni par le Patriot Act, la NSA, Guantanamo, la manipulation médiatique, les pandémies, etc. etc. Et donc le régime dans le film devient une espèce de miroir du néo-autoritarisme occidental. Bon, Moore détestera, il refuse d'être crédité, il est très très hostile vis-à-vis des adaptations. Donc il me semble qu'il découvre l'existence du film via un communiqué de presse et demande aussitôt que son nom soit retiré du générique. Il qualifie le scénario d'imbécile, fustige l'américanisation du propos. Il en va même jusqu'à dénoncer la méconnaissance des réalités anglaises, comme la confusion entre le petit déjeuner anglais et les toasts américains. Donc il est vraiment très pointueux. Donc il déteste vraiment le film. Qui est nettement moins subtil que la bande dessinée, qui elle-même souffre parfois d'un manque de subtilité, mais le film, disons que c'est vraiment, avec des gros sabots, reprendre l'essentiel de V pour Vendetta, conserver quand même assez habilement le charme de V, mais c'est à peu près tout. Ouais, mais je pense que le film, dans son espèce de popularité et son lissage idéologique, donnera un souffle non négligeable justement à la récupération du masque de V par Anonymous. Voilà, donc mais aux plus grandes dames de Alan Moore, hein, parce que le masque va devenir un espèce de logo viral qui sera en quelque sorte un espèce de merch. Il se moque un peu de cette marchandisation du masque, simplement il est pas rebelle à l'idée que on s'empare de son œuvre pour nourrir un projet comme les Anonymous. Oui, c'est ça, il est flatté mais aussi perplexe. Voilà. Parce qu'ils ont fait en quelque sorte du masque un produit alors que c'était plutôt une mise en garde. Bon, c'est pour dire que les gens sont un peu tombés à côté, quoi, mais au moins ils laissent la liberté aux gens de l'utiliser comme bon leur semble. Bon, as-tu quelque chose à ajouter sur V pour Vendetta, Étienne? Non, je pense avoir dit à peu près la majeure partie de ce que j'en ai pensé. Eh bien, nous pouvons conclure cet épisode, je crois, qui se concentrait sur la première œuvre, disons, majeure de Alan Moore, bien que finalement, avec les délais de parution, elle chevauche pratiquement Watchmen et d'autres œuvres. Ouais. Et c'est quand même, pour conclure, hein, nous sommes relativement enthousiastes quant à ce qu'elle laisse supposer du talent des deux artistes. Ça reste une œuvre de jeunesse. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a commencé le cycle Moore par V pour Vendetta? Parce que voilà, c'est comme on le disait tout à l'heure, ça participe à une montée en gamme du comics dans son ambition intellectuelle et esthétique et sa visée politique. Aussi parce que le masque de V est quand même un emblème qui est quasiment mondial aujourd'hui, que le personnage de V est également un paradoxe assez intéressant, et que c'était aussi une manière d'aborder un peu les œuvres de jeunesse de Alan Moore, même si c'est plus totalement la jeunesse de Alan Moore, mais bref, on s'entend. Voilà, nous espérons que ça vous aura plu.
que vous aurez écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner sur Spotify, sur Twitter, sur Instagram, à commenter, à relancer, c'est vraiment important. Ça nous aide beaucoup parce que c'est pas mal de travail, que ce sont souvent des œuvres relativement longues qui demandent de la recherche à côté, que nous essayons de produire des cycles relativement complets, même si là l'exhaustivité est, disons, interdite par la taille de l'œuvre, mais nous essayons d'être réguliers avec nos petits moyens et nous espérons que ça vous plaît. Nous remercions ceux qui nous écoutent depuis un moment et ceux qui nous écoutent pour la première fois. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous fermons les portes du bazar.